Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi. Comme on vous a dit, je crois il y a 2 jours, on a complètement repris nos productions des émissions Parlons Bilan, Parlons Fachi en prélude de la campagne électorale. Donc on doit s'arranger en ordre de bataille pour défendre le bilan du chef de l'État et en même temps, puisqu'il faut parler du bilan du chef de l'État, il faudrait également ne pas louper l'actualité. Et aujourd'hui, j'ai réservé cette production pour essayer un peu de parler de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que depuis 2021, il y a la reprise des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, suite au refus du chef de l'État de négocier avec les M23, et ces derniers se sont sentis lésés et ils ont repris les hostilités à l'Est dans le but de rendre les mandats du chef de l'État compliqués et également de faire pression sur les chefs de l'État pour qu'ils cèdent à leurs caprices. Je pense qu'on a eu également plusieurs émissions où je vous ai expliqué le contexte dans lequel les mouvements du M23 avaient repris le combat à l'Est. Mais aujourd'hui, on va essayer ensemble avec vous faire des analyses sur le déroulé de ces opérations et également les débouchés. Parce que ça fait pratiquement maintenant 2 ans et on va vers la 3e année maintenant que les M23 ont décidé de reprendre les armes. Et pour votre gouverne, je vais essayer un peu de vous rafraîchir la mémoire. Le M23 voulait à tout prix, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, ici je parle du chef de l'État actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi, les M23 voulaient à tout prix que le Mukantombolo puisse reconduire les contrats ou les accords signés entre Joseph Kabila, les présidents sortants ou les prédécesseurs du président Félix Antoine Tshisekedi, les accords qui stipulaient, je prends les grandes lignes, le président Joseph Kabila les avait accordés en échange de cesser le feu, leur accession dans les services de sécurité, leur enrôlement dans le gouvernement, leur enrôlement dans les entreprises publiques, et ils avaient également droit d'occuper les fonctions stratégiques dans l'armée. 5. Exploitation illicite des minerais à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a fait que les personnes comme les Mwanga Chuchu avaient des carrières de minerais à l'est. Tout un territoire entre les mains de ce monsieur. Un seul individu qui s'est accaparé de tout un territoire. Et il exploitait à dessein les minéraux. Il exploitait à volonté, les minéraux, sans rendre compte à l'État congolais, sans payer aucune taxe, sans payer aucune redevance. Donc, c'était le maître de cette carrière jusqu'à ce que les services d'intelligence
eu la malignité de pouvoir les contrôler, les surveiller, et on a découvert qu'il était en train de nourrir une milice dans sa carrière. Il avait une grande cache d'armes, donc c'est ce qui a fait qu'il a été arrêté, condamné à mort, et aujourd'hui il se retrouve aux prisons de Ndolo en train de purger sa sentence. Et ces messieurs, il était, ici j'ai pas de Mwanga Chouchou, il était à la création de la CNDP, il était à la création du M23, dans tous les groupes armés qui ont été créés à l'Est pour déranger la quiétude. Il fut parmi les ténors. Et ici, il vivait comme un prince, un roi qu'on ne pouvait pas toucher. Donc, il a fallu le courage du chef de l'État pour demander aux services de sécurité de faire réellement leur travail. Et vous allez voir avec nous que son arrestation a soulagé tant soit peu la partie où il était en train d'exploiter, parce que il y avait que de rwandophones dans sa carrière. J'oublie encore les territoires, je vais me rappeler. Il y avait que de rwandophones dans sa carrière. Il a pris certains rwandophones. Ici, quand je parle de rwandophones, je parle pas forcément de Nyamurenge, je parle de Rwandais qu'on a déportés de leur milieu de vie naturel pour les ramener à l'est de la République démocratique du Congo afin de servir la cause de Mwanga Chouchou et ses acolytes et ses collègues pour piller les ressources de notre pays. Alors, l'Est était devenu ingouvernable. Même les gouverneurs qui étaient là à l'époque de Kabila étaient gérés par les patrons du M23, les patrons de CNDP consorts. Rappelez-vous de ce qui a conduit le colonel Mamadou Ndala à la mort. Ayant compris que ces messieurs étaient d'une bravoure exceptionnelle, il était décidé à repousser les ennemis de la RDC jusqu'au Rwanda. On l'a tendu une embuscade et il s'est fait abattre par une lance-roquette. Et les gens qui l'ont tué, ce sont les Rwandais qui étaient dans l'armée, qui ont donné sa position et qui ont utilisé les mêmes Rwandais dans l'armée pour abattre, tirer à bout portant avec une lance-roquette, sa jeep, et le colonel décéda sur le champ. Rappelez-vous également je crois, du général Baouma, qui mourut aussi pratiquement dans les mêmes circonstances. Donc, vous comprenez pourquoi, quand les chefs de l'État décident d'arrêter ou de ne pas reconduire les accords qu'il y a eu entre le M23 et M. Kabila, qui lui aussi est rwandais d'origine. C'est la même chose comme on a eu un chef d'état-major rwandais, c'est la même chose également qu'on a eu un président rwandais. Bon, aujourd'hui, on peut lui accorder la nationalité congolaise étant donné qu'il a dirigé notre pays, mais il ne faudrait pas oublier, parce que il faudrait aussi signaler aux gens que même en France, on a des Français d'origine de quelque part. On a même des compatriotes congolais qui sont français, mais d'origine congolaise. Et Kabila est congolais d'origine rwandaise. Il a servi la cause des Rwandais, parce que le but de son avènement au pouvoir, il faut suivre les témoignages des Occidentaux. Il y a des gens qui ont mené des guerres, qui étaient dans cette vaste campagne de déstabilisation. Ils ont témoigné du rôle attribué à Joseph Kabila lorsqu'il accéda au pouvoir en 2001. Le but
était de continuer à déstabiliser le pays via l'Est de la République démocratique du Congo, afin que, un, notre pays ne développe pas, et puis deux, notre pays, la population continue à croupir dans la misère, et particulièrement à l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a fait que lorsque le président Kabila était au pouvoir, il a servi la cause de ces gens-là qui n'avaient pas de guerre visible comme ça, mais où il y avait des tueries presque chaque jour. On incendiait des maisons, on incendiait des villages, on tuait des gens qui s'opposaient à X ou au Y commandant rwandophone. Donc tout ça, ça a été maintenu dans le but de continuer à créer l'instabilité à l'Est. Et lorsque le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a sillonné les pays limitrophes, il cherchait à cerner quelle était la vraie motivation de nos voisins de continuer à venir déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous savez très bien qu'un corps humain où on peut trouver une plaie, par exemple, à l'orteil, dérange tout le corps humain. J'ai pris l'exemple du corps humain. C'est la même chose avec notre pays. L'Est de la République qui est dérangé, c'est toute la nation qui est dérangée parce qu'il faut mettre autant de moyens pour les opérations militaires. Et cela empêche les pays de se développer clairement parce que quand vous regardez les budgets nationaux, vous vous rendez compte que la défense prend une partie importante du budget. Et cela ne peut pas nous aider à se développer. Donc, ici, je suis en train de poser les bases pour que vous compreniez la motivation des M23, pourquoi ils ont repris la guerre et quelle est la diplomatie mise en place par le chef de l'État pour contrer cette attitude. Et je vais vous faire comprendre également, oui ou non, cette diplomatie a payé. J'étais en train de dire, les M23 ont sollicité de rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État ne les a pas reçus. Ne les ayant pas reçus, ils sont rentrés pour répondre aux hostilités. Ils ont repris la guerre. Ils s'appuyaient sur leur modus operandi. Comment ils ont pu régner en maître en République démocratique du Congo, plus précisément à l'Est. Comme il y avait plusieurs brassages, ils ont envoyé les leurs dans l'armée, dans les services de sécurité. Et ces gens-là donnaient minute par minute toutes les stratégies arrêtées par les forces armées afin de lutter contre l'insécurité qui était à l'Est. Et conséquence, pendant que l'armée s'est préparée pour attaquer, il y avait déjà une étude de contre-attaque parce que les informations des stratégies leur arrivaient à temps et ça leur donnait le temps également d'étouffer les actions de l'armée dans l'œuf. Et l'armée a eu du mal à contenir cette rébellion. Or, en réalité, cette rébellion n'est pas aussi puissante que notre force armée, nos forces armées. Regardez les classements des forces armées en Afrique. Nous sommes 8e en Afrique. Loin devant le Rwanda. Donc, il est impossible que l'armée rwandaise aujourd'hui se mette devant nous et se batte et gagne la guerre. Ils comptaient, voilà leur modus operandi, ils comptaient sur les mouchards qu'ils avaient dans l'armée, qui donnaient les informations et qui leur permettaient soit, par exemple, je donne un exemple, l'armée décide de se positionner par exemple à Saké, parce qu'ils ont les informations que les troupes des rebelles arrivaient sur cette direction. Et lorsque l'armée s'organise pour le contrer à Saké, eux, les rebelles, ils ont les informations en avance pour dire, voilà, écoutez, évitons ces gens, parce que si nous arrivons frontalement, on ne saura pas on ne saura pas résister contre eux.
Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent les positions des FARDC par rapport aux informations qu'ils ont et ça leur permet, ça leur donne le temps d'attaquer dans le dos des FARDC. Et c'est comme ça que les différentes trahisons qu'il y a eu dans l'armée a permis ou était bénéfique pour les M23 de conquérir des territoires qu'ils ont conquis. Si vous suivez les informations avec moi, vous serez d'accord avec moi que tous les territoires qui ont été conquis par les M23, ces territoires-là n'ont pas été conquis par un affrontement. C'est souvent les commandants qui étaient sur place demandent à ces troupes de se retirer pour laisser la place au M23. Soit on leur donne l'information, écoutez, évitez là où vous venez parce que vous aurez une riposte brutale. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent les positions et les attaquent par derrière. Et cela met en difficulté les FARDC parce que lorsqu'on vous attaque par derrière, vous n'avez pas assez de temps de réagir. Et ces trahisons ont causé la mort à plusieurs militaires, au fond, les compatriotes qui ont accepté de sacrifier leur vie pour la cause commune, mais malheureusement, suite à différentes trahisons, ils ont perdu la vie inutilement comme ça. Cela justifie le fait que lorsque les M23 reprirent les combats, ils ont commencé à prendre territoire après territoire à partir de Bunagana sans trop d'efforts parce que il y avait des commandants qui laissaient la place au M23. Et pour stopper ces modus operandi, il fallait monter une stratégie. Et le chef de l'État, lorsqu'il a pris le pouvoir, il savait que l'armée était infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Parce que là, on le disait déjà quand nous étions à l'opposition, que l'armée était infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Mais comment faire lorsqu'on arrive aux affaires pour élaguer tous ces brebis galeux? Il fallait réfléchir. Il fallait monter des stratégies hors armée. Parce que, je viens de vous dire, lorsqu'on monte des stratégies dans l'armée, il y avait toujours fuite d'informations. Alors, il fallait monter des stratégies hors armée. Et le chef de l'État s'est entouré des conseils de plus haut niveau. Ici, je ne veux pas vous étaler ces conseils. Il a utilisé des sous-traitants, des consultants qui l'ont aidé à monter des stratégies. Et ces stratégies ont permis à ce qu'on arrête en flagrant délit certains commandants qui donnaient les informations à l'ennemi pour mettre en mal les positions de notre armée. On a arrêté des colonels, on a arrêté des généraux. Je prends l'exemple de général Yav. On a arrêté autant d'officiers. Il y a d'autres même qui ne sont pas sur les médias, mais on a arrêté autant d'officiers qui étaient en intelligence avec l'ennemi, qui donnaient les positions des FARDC, qui donnaient les stratégies des FARDC. Et c'est là, plus on a arrêté les complices, plus on a arrêté les commandants qui faisaient défection dans le front pour se retirer, petit à petit, l'armée qui se positionne à l'est a commencé à se vider des infiltrés et des traîtres. C'est ce qui a fait que lorsque les M23 ont progressé à un certain niveau, ils ne pouvaient plus progresser parce qu'avec la stratégie d'arrêter les brebis galeuses, les brebis galeux, ça fait que on a eu la possibilité de contenir l'ennemi. Et pendant que nous étions en train de contenir l'ennemi, le chef de l'État a demandé au ministre de Défense, à l'époque c'était le ministre Gilbert Kabanda, qui est aujourd'hui le ministre de la Recherche scientifique, il lui a demandé de monter une stratégie. Ici, je suis vraiment à l'aise et je salue
l'intelligence de l'ancien ministre de Défense, parce que c'est un doyen dans l'armée, c'est monsieur, il a monté des projets de stratégie. Parmi les stratégies montées, vous voyez la loi sur la programmation militaire. En fait, il a compris, puisque c'est aussi un natif de l'Est, il a compris et il connaît les réalités de l'Est. Et il sait qu'il faudrait procéder autrement pour arriver à contenir cette rébellion ou à l'éliminer complètement. Premièrement, il fallait commencer à équiper l'armée. Beaucoup de gens ont crié, l'armée n'est pas équipée, l'armée n'est pas équipée. Le chef de l'État a mis du boucher double. On a acheté des armes, on a acheté du matériel. Mais ces histoires ne pouvaient pas arriver parce que nous avions un embargo qui pesait sur nos épaules. Alors, le chef de l'État a mené une diplomatie de haute facture. Et cette diplomatie a permis à ce qu'on puisse lever l'embargo qui pesait sur notre pays pour permettre à notre armée de s'organiser. Aujourd'hui, notre armée est en mesure de se procurer de n'importe quel type d'arme. L'armée s'est équipée en matériel, l'armée s'est équipée en hommes, parce que vous devez savoir que la plus grande ressource dans l'armée, c'est la ressource humaine. L'armée a recruté plus de 40 000 jeunes. Et on a plus de 10 000 aujourd'hui qui sont allés au front. Tout ça pour essayer de changer les paradigmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Et il faudrait également signaler que la majeure partie des militaires qu'on retrouvait au front étaient, en fait, faute d'un leadership fort, parce qu'ils savaient que leurs commandants étaient en majorité des traîtres, ils n'avaient plus le choix également de pouvoir collaborer avec l'ennemi. Beaucoup dans l'armée collaboraient avec l'ennemi. Comme ils ont fini par comprendre que les temps avaient changé, les discours également avaient changé, également la stratégie, beaucoup ont repris conscience, mais il fallait quand même également relever les militaires qui ont fait plus de 10 ans au front. Sinon, on n'aura pas les résultats escomptés. C'est ce qui a été fait. On a changé des personnes et on continue à changer jusqu'à aujourd'hui. On apporte du sang neuf avec des matériels d'appoint pour contenir la rébellion. Là, ici, je suis en train de vous étaler la diplomatie et comment est-ce que le chef de l'État s'est mis pour contrer la force du M23. Puisque le M23 n'a pas une force de frappe, n'a pas une puissance de feu. Ce qu'il faisait, c'était juste s'appuyer sur les infiltrés et les brebis galeux qui donnaient les positions des FARDC, qui donnaient les stratégies. C'est ce qui les ont permis d'avoir autant d'assises dans les territoires qu'ils ont conquis. Et ils étaient appuyés par l'armée rwandaise. Et ils continuent à être appuyés par l'armée rwandaise. Et le chef de l'État a compris tout de suite qu'il fallait d'abord équiper l'armée en hommes et en matériel. Il fallait également extirper les mouchards, les traîtres dans l'armée. C'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint à 100% la suppression des traîtres dans l'armée, mais on peut aujourd'hui se bomber les torses en disant que l'armée aujourd'hui s'est débarrassée d'au moins 80% des traîtres qui étaient dans l'armée. Et les 20% finiront par partir. Il y a même les commandants qu'on a arrêtés, les 2 commandants, je pense, qu'on a arrêtés, qui ont cédé Kichanga, je crois, il y a 2 semaines, aux forces rwandaises. Ils ont été également arrêtés. Petit à petit, on va les finir, on va les mettre hors jeu, et cela va permettre à notre armée d'être puissant sur terrain. Une autre stratégie également, il fallait changer tous les rwandophones issus des brassages et des mixages dans l'armée, les enlever dans les chaînes de commandement.
Si vous regardez aujourd'hui, la majorité des commandants qui sont à l'est de la République démocratique du Congo ne sont plus des rwandophones. Ici, nous ne sommes pas en train de faire une campagne contre le rwandophone, mais ici, nous sommes en train de signaler que les rwandophones sont venus en majorité par mixage et brassage de l'armée, parce qu'ils sont issus des groupes armés qui travaillent avec le Rwanda dans le but de déstabiliser notre pays. Et la meilleure façon de pouvoir débarrasser de notre armée des traîtres et des infiltrés, c'était d'enlever dans les chaînes de commandement tout ce que vous avez comme rwandophone. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Il faut revoir aujourd'hui les chaînes de commandement à l'Est. Je parle plus de l'Est parce que c'est là qu'il y a les hostilités. Donc, tout ça, le chef de l'État devrait se mettre dans un coin sans faire du bruit. Parce que ici, il faudrait également signaler, parce que je vois beaucoup de gens dire, mais l'armée ne communique pas, on n'a pas assez d'informations. L'armée ne fait pas la politique. L'armée ne peut pas préparer ses stratégies et les mettre sur la place publique. On va juste constater. Et ces constats-là vont nous permettre de faire des analyses. Et les analyses que je viens de vous faire tout de suite là, c'est pour vous montrer comment est-ce que le chef de l'État était en train de travailler. En fait, tout ce que je vous fais comme analyse et les stratégies mises en place par le chef de l'État, qui est le commandant suprême, c'était pour stopper, les avancées des M23, 2, régaillardir l'armée qui était moribonde, et 3, les mettre en ordre de bataille qui aujourd'hui est fait. Aujourd'hui, même les Congolais voient, ils sentent que l'armée de Kabila n'est pas celle que nous avons aujourd'hui avec le président Félix Antoine Tshisekedi, en hommes et en équipement. L'armée n'avait presque plus d'avions. Les avions qui étaient restés, c'était des avions cargo, des avions de transport qui transportaient les militaires. On n'avait plus d'avions de chasse. Il n'y en avait presque plus. L'armée en a acheté. Il a acheté des Sukhoi. Il y a encore un nom là qui m'échappe qu'on a acheté. Ce sont des avions chinois. L'armée aujourd'hui a des drones de reconnaissance et des drones d'attaque qui n'existaient plus. On avait une armée moribonde, une armée qui n'existait que par les noms et bourrée des infiltrés. Tout ça, tout ce que je suis en train de vous parler est à mettre dans les actifs du chef de l'État. Puisque le bilan du chef de l'État n'est pas seulement en ce qui concerne les infrastructures. Son bilan, c'est aussi la réorganisation de l'armée. Puisque un État est solide que quand on a une armée forte. Pour avoir une armée forte, cela demande que le pays soit équipé, avoir un budget conséquent de la défense pour lui permettre d'avoir des matériels qu'il veut. Parce que on achète des matériels par rapport à la réalité qui se retrouve sur le terrain. On a un ennemi qui nous combat. Il faut regarder cet ennemi à quel type de matériel. Pour avoir des matériels, 1 pour le contrer et puis 2 pour l'anéantir. C'est ce qui est fait. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, l'armée ne sait pas très bien combattre parce que nous sommes dans un processus diplomatique où l'armée ne fait que respecter les cessez-le-feu. Parce que le chef de l'État ne veut pas tomber dans un coup où on lui dira, voilà, vous signez des documents que vous ne respectez pas. Mais nous savons tous que les M23 ne respectent pas. C'est ce qu'il dit. Parce que pendant que les FARDC observent les cessez-le-feu, eux sont en train de continuer à gagner du terrain. Alors, pour changer ces paradigmes, il y a encore une nouvelle stratégie qui s'est mise au point. Les Wazalendo. Ces gens, avec la loi sur les réservistes, toujours initiée par l'ancien ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, que je salue son génie. Les réservistes aujourd'hui protègent les patriotes ou les compatriotes qui acceptent de défendre le pays. Et ils seront
récompensés par la République, par la patrie, parce qu'ils combattent pour préserver l'intégrité de notre pays. Et les Ouazalènes sont aujourd'hui sur le terrain et ils sont une épine assez profonde pour les M23 parce que les M23 n'a plus de ressources parce qu'ils combattent aujourd'hui tous les jours. Ils ne sont plus dans leur quiétude. Ils combattent tous les jours parce que les Ouazalènes les poussent dans leur... Quand vous voyez déjà le Ouazalènes mettre en mal les M23, et si les FARDC entraient en danse, et vous pensez que les M23 va résister? Pas du tout. Pas du tout. Et moi, je vous dis aujourd'hui, parce que nous avons fait des projections, j'ai dit aux gens, les FARDC respectent les cessez-le-feu tout simplement parce que nous sommes à l'approche des élections. Si par malheur, le chef de l'État terminait cette année, parce que il y a beaucoup des officines dans le monde qui cherchent à tout prix à éliminer physiquement les chefs de l'État. Et lui aussi, les chefs de l'État l'essaient. Beaucoup d'officines qui cherchent à l'éliminer physiquement. Mais si par malheur, les chefs de l'État dépassaient ce cap, il y a élection le 20 décembre. Nous allons jusqu'à la prestation de serment au mois de janvier. Sachez-le, si nous atteignons le mois de février, mars, et que le M23 ne s'abdique pas, ne se retire pas des positions qu'ils occupent, ils auront une puissance de feu apocalyptique. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Les M23 subira une puissance de feu apocalyptique. Et la sagesse du chef de l'État lui pousse à ne pas s'engager frontalement avec le Rwanda pendant cette période parce que c'est une période sensible. Une période qui demande que le pays ne soit pas trop secoué puisque la guerre secoue. Les élections demandent beaucoup d'argent. La guerre également demande beaucoup d'argent. Et on ne peut pas s'engager sur plusieurs fronts, surtout tout en sachant que ces deux fronts-là, ce sont deux fronts d'agitation et de perturbation qui peuvent également faire basculer beaucoup de choses. Et là, c'est le chef de l'État, avec sa conscience, il le sait. Il ne l'a jamais dit, mais nous sommes politiques et nous faisons la lecture. Et nous savons que c'est comme ça qu'il est en train d'attendre patiemment que les élections se fassent. Et vous allez même comprendre que les M23 ont multiplié les attaques à l'approche des élections parce que leur but, c'est aussi que les élections n'aient pas lieu. Parce que s'il y a élection, ils seront en difficulté parce qu'ils ont l'habitude d'envoyer les leurs battre campagne et occuper des fauteuils à la députation, au Sénat, pour après revenir en tant que ministre, en tant que mandataire et consort. Et ils savent avec ces climats, si ils auront du mal à battre campagne, s'ils envoient les leurs, et ils auront également du mal à imposer les leurs. Vous rappelez avec moi que les élections précédentes étaient dans ces zones-là, des élections où les groupes armés imposaient à la population les personnes qui devaient voter. Donc, chers téléspectateurs, ici je partage avec vous la petite stratégie que le chef de l'État a mise en place. Et je demande également à beaucoup de compatriotes de ne pas se fatiguer, de ne pas penser que les FARDC n'ont pas de ressources pour attaquer les M23 ou sont naïfs. Non, non. La stratégie ici adoptée jusqu'ici par les chefs de l'État, c'est ce qu'on appelle l'usure du temps. La stratégie de l'usure du temps. Laisser ces gens se battre avec les groupes armés, les épuiser en matériel, les épuiser en hommes et les épuiser en ressources financières. Et lorsque l'armée va maintenant attaquer, c'est à ce moment-là qu'on va les piétiner.
Et il y a une autre stratégie également que j'aimerais partager avec vous, c'est la théorie qu'a adopté le chef de l'État actuellement de faire partie Kagame du Rwanda. Beaucoup de gens me diront que, monsieur, vous rêvez, mais je vous dis, retenez-le. Si les élections se tiennent au mois de décembre et que le chef de l'État est réélu en 2024, Kagame fuira le Rwanda. Vous avez suivi la rencontre entre le chef de l'État et l'opposant rwandais, l'opposant qui met en mal Paul Kagame. Il est en exil à l'étranger, mais sachez-le que la meilleure façon de faire arrêter la guerre à l'Est, c'est de faire partie Kagame. Et c'est ce que nous allons faire en 2024. Nous sommes en train de prier que le bon Dieu accorde encore davantage la vie au chef de l'État pour qu'il fasse le deuxième mandat. Et pendant son deuxième mandat, nous allons nous occuper de Paul Kagame. Parce que en réalité, la RDC n'a pas un problème avec le Rwanda. Les Congolais n'ont pas de problème avec le Rwandais. Le problème que nous avons, nous Congolais, c'est avec Kagame. Et le chef de l'État l'a dit à tous celui qui voulait l'entendre, le problème du Congo, c'est Kagame. Et si les élections, je dis bien si, parce que nous sommes sûrs que les élections auront lieu le 20 décembre, mais également les ennemis de notre pays veulent à ce que les élections n'aient pas lieu au mois de décembre. Parmi ces ennemis, vous voyez les PPRD aujourd'hui. Ils sont en train de toquer dans toutes les officines pour que ces gens-là convainquent le chef de l'État à ne pas organiser des élections au mois de décembre et qu'ils aillent au dialogue pour se partager encore le pouvoir comme ils en ont l'habitude. Et nous conseillons au chef de l'État, point n'est plus besoin de dialogue. On a fait autant de dialogues, près de 54 dialogues. Qu'est-ce que ça a apporté au vécu des Congolais, à l'épanouissement des Congolais et au développement de notre pays? Aucune résolution prise lors des dialogues n'a profité au peuple congolais ni à la nation. Alors, allons aux élections. Habituons les Congolais à aller aux élections chaque 5 ans pour se choisir ses propres dirigeants et insister pour chaque dirigeant qui arrive au pouvoir de mettre un accent sur le développement et surtout de ne plus avoir un étranger qui va conduire la destinée de cette nation. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La matière est tellement abondante puisque il faudrait qu'on vous explique les stratégies mises en place par les chefs de l'État. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi les chefs de l'État ne veulent pas attaquer frontalement pendant cette période le Rwanda. Nous attendons 2024. Et si nous sommes avec vous encore jusqu'en 2024, vous allez voir, ça va saigner. Bonne journée chez vous et bon week-end. Tous, heureux de vous revoir encore dans notre émission Parlons Bilan, Parlons Fachi, une émission qui parle des réalisations du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,